Tu crois que les parcs naturels sont des endroits sûrs, que tout danger vient des animaux, des chutes ou des erreurs humaines. Mais certains appels ne suivent aucune logique. Et ce que je vais te raconter ne devrait pas exister. Je travaille dans une unité de recherche et de sauvetage en Californie. Je préfère taire mon identité, ce n'est pas important. Et après ce que j'ai vu, c'est probablement mieux ainsi. Tout ce que je vais te dire est réel. Certaines choses, je les ai vécues moi-même. D'autres viennent de rapports officiels ou de collègues en qui j'ai une confiance absolue. La plupart des interventions sont banales. Des randonneurs fatigués, perdus, paniqués pour rien. On les retrouve à quelques kilomètres du sentier, frigorifiés, embarrassés, mais vivants. Ces missions-là, on les oublie vite. Mais il y a celles qui restent. Celles où la réalité commence à se fissurer. La première fois que j'ai compris que quelque chose clochait, c'était avec un enfant. Un garçon de 6 ans. Il marchait avec ses parents et sa sœur dans un parc qu'il connaissait parfaitement. Un sentier large, dégagé, sans danger particulier. Les enfants étaient juste devant eux, à une dizaine de mètres, en train de se disputer pour une broutille. Les parents se sont arrêtés quelques secondes pour regarder une carte. Quand ils ont relevé la tête, le garçon avait disparu. Pas lentement, pas en s'éloignant. Il était là, puis il n'était plus là. Sa sœur affirme qu'il était encore devant elle une seconde plus tôt. Aucun cri, aucun bruit de course, rien. Ils ont cherché pendant 10 minutes avant d'appeler les secours. Quand on est intervenu, tout indiquait qu'on allait le retrouver rapidement. Son point de disparition était récent et précis. À cet âge, un enfant ne va pas loin. Les chiens ont trouvé sa trace immédiatement. Une piste nette, sans hésitation. Mais après quelques centaines de mètres, quelque chose a changé. La trace ne se dispersait pas. Elle ne tournait pas. Elle avançait en ligne droite. Puis elle s'est arrêtée net. Juste arrêtée. Aucun obstacle, aucune route, aucune raison. On a élargi les recherches, encore et encore. Pendant 3 jours, rien. Puis, le 4e jour, un appel est arrivé. Un poste d'observation incendie signalait un enfant, assis au sommet d'une crête, à près de 40 miles de là. 40 miles. On a d'abord pensé à une erreur. Ce n'était pas une erreur. Quand on est arrivé, il était là, assis tranquillement sur un rocher, les jambes dans le vide, comme s'il attendait. Il portait les mêmes vêtements, pas de sac, pas de chaussures. Et pourtant, ses pieds n'étaient ni blessés, ni sales. Il n'avait pas froid, il n'avait pas faim, il n'avait aucune blessure. Il nous a fait signe en souriant, comme si tout était normal. Pendant qu'on le prenait en charge, il posait des questions simples. Quand est-ce que ses parents arrivaient? Si sa sœur était encore fâchée contre lui? Aucune panique, aucune confusion. Quand on lui a demandé comment il était arrivé là, il a simplement répondu « J'ai marché ». À ce moment-là, personne n'a insisté. Mais plus tard, lors du débriefing, une question a tout changé. On lui a demandé s'il avait été avec quelqu'un pendant sa disparition. Il a répondu oui. Puis il a dit « J'étais avec l'homme cerf ». Le silence est tombé dans la pièce. On l'a laissé parler. Il a décrit une créature grande, avec des bois de cerf, pas des cornes, des bois. Il a précisé qu'un des bois était cassé et que l'autre semblait instable. Quand on lui a demandé si cette chose l'avait touché, il a dit non. Il marchait juste avec moi. Puis il a ajouté sans qu'on lui demande « Il a dit qu'il n'était pas le méchant ». Quelqu'un a demandé « Alors qui est le méchant ?» Le garçon a répondu calmement « L'homme loup ». Puis il a ajouté « Il a dit de faire attention à lui ». Cette phrase a été notée mot pour mot dans le rapport. Le garçon a retrouvé ses parents le soir même. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Pour les médias, c'était un miracle. Pour nous, c'était le début de quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et si tu veux entendre la suite, abonne-toi à Nuit d'horreur. Parce que ce que cet enfant a dit, d'autres vont le répéter. Et à partir de là, tout va devenir encore plus dérangeant. Tu pourrais penser que cette histoire s'arrête là. Un enfant qui invente quelque chose pour donner un sens à ce qu'il ne comprend pas. C'est ce qu'on s'est dit aussi, au début. Mais ce genre de détail, quand il revient une fois, on l'ignore. Quand il revient 2 fois, on commence à écouter.
Et quand il revient encore, là, on commence à s'inquiéter. 1 mois après cette affaire, j'ai été envoyé sur une autre intervention. Un randonneur adulte, perdu en pleine journée dans un autre parc. On l'a retrouvé assez rapidement, choqué mais indemne. Pendant qu'on le raccompagnait, il m'a posé une question étrange. « Vous avez vu la chose avec des bois ?» Je me suis arrêté. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué qu'il avait aperçu quelque chose sur une crête. Une silhouette grande, immobile, debout, pas comme un animal. « Les animaux ne se tiennent pas comme ça », il m'a dit. Je lui ai demandé si ça l'avait suivi. Il a répondu non. Ça m'observait jusqu'à ce que je parte. Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y a rien à dire dans ce genre de moment. Quelques semaines plus tard, un ranger m'a rappelé. Il avait rendu visite au garçon de 6 ans pour un suivi. Pendant qu'il parlait de sécurité avec la famille, le garçon l'a interrompu. « Ça ne marche pas si les rochers sonnent creux ?» Le ranger lui a demandé ce qu'il voulait dire. Le garçon a répondu simplement. « C'est l'homme cerf qui l'a dit. » Puis il a ajouté. « Il a dit que c'est là que l'homme loup va. » Le ranger m'a dit que le ton du garçon avait changé. Ce n'était plus un jeu, c'était un avertissement. Quand il lui a demandé ce qu'était exactement cet homme-loup, le garçon a haussé les épaules. « Il ressemble à un homme, jusqu'à ce que tu sois prêt. » Puis il a perdu intérêt et est retourné jouer. Comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Mais pour nous, ça en avait, parce que ce n'était plus juste un enfant. La fois suivante, c'était un adolescent, 16 ans, disparu une nuit entière. On l'a retrouvé au matin, assis contre une paroi rocheuse, à plusieurs kilomètres de son plan de départ. Fatigué, déshydraté, mais vivant. Pendant qu'on le soignait, il n'arrêtait pas de regarder en bas de la pente, comme s'il attendait quelque chose. Un officier lui a demandé ce qu'il regardait. Il a répondu « C'est resté là-bas ». « Quoi ?» Il a hésité, puis il a dit « La chose ». Il a expliqué qu'en marchant, il avait entendu quelque chose en contrebas. Pas un animal, quelque chose qui restait toujours sous lui, jamais au-dessus, jamais à côté, toujours en bas. On lui a demandé s'il l'avait vu, il a dit non. Mais quand on lui a demandé comment il savait où c'était, il a simplement répondu « Tu le sens ». Puis une autre question est venue. Pourquoi s'était-il arrêté ? Sa réponse a glacé tout le monde. Parce que ça m'a dit de ne pas continuer. Le silence s'est installé. On lui a demandé ce que ça lui avait dit exactement. Il a répondu « De ne pas aller là où les rochers font écho ». Il a marqué une pause. Puis il a ajouté « Parce que c'est là que l'homme loup va ». Encore ce nom, encore le même avertissement. Et cette fois, ce n'était pas un enfant. L'entretien s'est arrêté là. Le garçon s'est fermé, il n'a plus parlé. Mais ce n'était pas fini. 1 an plus tard, un autre randonneur expérimenté a été retrouvé, perdu pendant 2 jours. Quand on lui a demandé pourquoi il avait quitté le sentier, il a répondu « Quelque chose m'a dit de ne pas aller par là ». On lui a demandé de décrire cette chose. Il a dit qu'elle se tenait debout, qu'elle ne bougeait pas comme un animal, toujours hors de vue, toujours juste derrière une courbe ou une élévation. Et quand on lui a demandé ce qu'elle lui avait dit, il a répondu de ne pas aller là où le son était étrange, parce que c'est là que l'homme loup est. C'était le 3e adulte. 3 personnes différentes, 3 histoires séparées, aucun lien entre elles. Et pourtant, les mêmes mots. À partir de ce moment-là, on a commencé à remarquer autre chose. On retrouvait des gens juste à la limite de certains endroits, jamais à l'intérieur, comme s'ils avaient été arrêtés. Certains chiens refusaient de suivre les pistes dans certaines zones, pas parce qu'ils perdaient l'odeur, ils refusaient. Les radios cessaient de fonctionner, mais seulement dans des zones précises, des terrains bas, rocheux, toujours les mêmes types d'endroits. Puis un jour, quelqu'un a trouvé quelque chose. Un sac à dos, des chaussures, une veste, parfaitement alignée sur un rocher. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence. Le propriétaire n'a jamais été retrouvé. Et l'homme qui avait découvert les affaires nous a demandé « Vous avez déjà entendu parler de la chose qui reste en bas ?» Un officier lui a demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu « Certains l'appellent l'homme loup ». À ce moment-là, une chose est devenue claire. Ce n'était plus une coïncidence. Et si tu veux comprendre jusqu'où ça va aller, abonne-toi à Nuit d'horreur. Parce que ce qu'on a découvert ensuite n'avait plus rien à voir avec des disparitions. Jusqu'ici, tout pouvait encore s'expliquer.
Des témoignages étranges, des coïncidences troublantes, des gens perdus qui disent n'importe quoi pour donner un sens à leur peur. Mais cette fois, ce n'était plus une question de parole, c'était une question de réalité. Un couple d'une 60aine d'années, des randonneurs expérimentés, mariés depuis des décennies, rien d'imprudent, rien d'extrême. Ils avaient prévu une simple sortie de quelques heures, un circuit facile, bien balisé, rien de dangereux. Ils ne sont jamais revenus. Leur voiture était toujours sur le parking le soir même. Le lendemain matin, on a lancé les recherches. Au début, rien d'alarmant. Pas de blessures signalées, pas de problème de santé connus. Juste 2 randonneurs en retard. Mais très vite, quelque chose n'allait pas. Aucune trace de détresse, aucun objet abandonné, aucun signe indiquant une direction. Comme s'ils s'étaient évaporés. Les chiens ont suivi leur piste, puis l'ont perdu. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Comme si leur présence apparaissait, puis disparaissait à différents endroits. Après 5 jours, les recherches ont été réduites. Et le 6e jour, ils sont revenus. Ils sont sortis de la forêt, en plein milieu de la journée, main dans la main, marchant calmement vers leur voiture, comme s'ils revenaient d'une simple promenade. Quand un ranger les a approchés, ils semblaient normaux. Pas blessés, pas affamés, pas désorientés. Mais quelque chose n'allait pas. Ils avaient l'air plus jeunes. Au début, j'ai cru que je me trompais de personne. Mais non, les noms correspondaient, les papiers aussi, sauf les photos. Sur leur carte d'identité, ils avaient au moins 20 ans de plus. Ce n'était pas une impression, ce n'était pas un effet de fatigue ou de lumière. Ils étaient réellement plus jeunes. Ils ont été examinés. Aucune intervention médicale, aucun traitement, rien. Rien qui puisse expliquer ce qu'on voyait. Quand on leur a demandé où ils étaient passés, ils n'ont pas su répondre. Ils se souvenaient de la randonnée, d'une pause, puis d'une lumière. C'est tout. Pas de faim, pas de sommeil, pas de retour. Comme si le temps avait été suspendu. Mais il y a pire. 2 groupes de randonneurs se sont manifestés après que l'histoire ait circulé. Ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient aucun lien. Et pourtant, ils ont décrit la même chose. Une lumière au-dessus des arbres, stable, silencieuse, se déplaçant lentement, sans aucun bruit. Certains ont parlé d'une forme circulaire, quelque chose qui descendait doucement, au-dessus d'une clairière, puis qui remontait, avant de disparaître vers le ciel. Et ces observations pointaient exactement vers la zone où le couple avait disparu. On est retourné sur place. Rien. Aucune trace. Aucune anomalie. Comme si rien ne s'était passé. Le couple a quitté la région quelques mois plus tard. Et depuis, je regarde chaque photo d'identité différemment. Parce que parfois, ce que tu vois ne correspond plus à la réalité. Et si tu penses que c'est le plus étrange, tu te trompes. Parce que la prochaine chose qu'on a trouvée n'aurait jamais dû être ouverte. Et pourtant, on l'a ramené avec nous. Si tu veux connaître la suite, abonne-toi à Nuit d'horreur. Parce que ce qu'il y avait dans cette zone ne voulait clairement pas être découvert. Jusqu'à présent, tout ce qu'on avait vu restait extérieur. Des disparitions, des témoignages, des choses impossibles à expliquer, mais toujours loin de nous. Cette fois, on a ramené quelque chose avec nous. Et c'est là que tout a changé. Ce n'était même pas une mission, juste un entraînement, une zone isolée qu'on utilise parfois pour simuler des interventions. Pas de sentier, pas de campement, rien. Un endroit où personne n'a de raison d'aller, sauf s'il est complètement perdu. Une équipe a signalé quelque chose d'étrange par radio. Ils voulaient qu'un supérieur vienne voir avant de toucher quoi que ce soit. J'étais le plus proche. Quand je suis arrivé, je l'ai vu immédiatement. Au centre exact d'une clairière, une boîte, rectangulaire, environ 1 mètre de long, entièrement enveloppée dans un tissu rouge vif. Pas un rouge naturel, un rouge qui accroche le regard, un rouge qui te donne envie de détourner les yeux. Et pourtant, impossible de ne pas la fixer. Sur le dessus, il y avait écrit en lettres noires « Ne pas ouvrir ». Pas de ponctuation, pas d'explication, juste ça. On a fait le tour, comme le protocole l'exige. On a cherché des traces, des empreintes, des signes de transport. Rien. Le sol autour était intact. Aucune trace de pas, aucune marque. Comme si la boîte avait simplement été déposée là.
où était apparue. Un des gars a essayé de plaisanter. Personne n'a ri. Quelqu'un a proposé de la laisser sur place. Un autre a dit qu'on devait la récupérer. Moi, je me souviens surtout d'une sensation, un malaise. Pas de peur panique, pas d'adrénaline, juste quelque chose qui te dit que tu fais une erreur. On l'a quand même prise, avec des gants, avec précaution. On l'a transportée jusqu'à la base. C'est là que les choses ont commencé. La première nuit, un ranger a entendu un bruit venant de la pièce de stockage. Il pensait à un animal. Quand il a ouvert la porte, le bruit s'est arrêté. Rien à l'intérieur n'avait bougé. 2 nuits plus tard, un autre ranger a entendu des voix. Pas claires, pas compréhensibles, mais suffisamment proches pour croire que quelqu'un parlait. Quand il a ouvert la porte, silence total. Personne n'a avoué avoir touché à la boîte. Personne n'avait de raison de le faire. 1 semaine plus tard, elle avait changé de position, légèrement tournée. La porte était verrouillée. Les caméras n'avaient rien enregistré. Rien. À partir de là, quelque chose s'est installé. Parfois, on entendait des sons sourds, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. D'autres fois, c'était plus grave, un grognement, ou quelque chose qui ressemblait à une respiration. Un jour, pendant une coupure de courant, l'alarme s'est déclenchée dans la pièce. Quand l'électricité est revenue, tout semblait normal. Sauf un détail. Le tissu rouge avait un pli. Un pli qui n'était pas là avant. Personne n'a jamais proposé sérieusement de l'ouvrir. Pas parce qu'on avait peur de ce qu'il y avait dedans, mais parce qu'au fond, on savait déjà. On a contacté les autorités, la police, même le FBI. Ils ont refusé de la prendre, sans explication. Une autre agence est venue, a regardé et est repartie, sans suite. Finalement, une décision a été prise, la ramener. Exactement là où on l'avait trouvée. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde le pensait. Il fallait qu'elle quitte cet endroit, qu'elle nous quitte. On l'a remise au centre de la clairière, puis on est parti, sans se retourner. La fois suivante où on est revenu dans cette zone, la clairière était toujours là, mais la boîte avait disparu. Et depuis ce jour, personne n'en parle plus. Pas officiellement. Mais parfois, quelqu'un pose la question « Est-ce que quelqu'un l'a ouverte ?» La réponse est toujours la même « Non ». Parce que personne n'en a eu le courage. Si tu penses que c'est la fin, tu te trompes. Parce que ce qu'on a vu ensuite n'était pas enfermé dans une boîte, c'était dehors, et ça nous observait. Si tu veux entendre la suite, abonne-toi à Nuit d'horreur, parce que la prochaine nuit, quelque chose nous attendait dans les arbres. Tu penses peut-être que le pire, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui disparaît, ce qui se cache. Mais parfois, le pire, c'est quand ça te regarde. Cette histoire a commencé comme une simple plainte. Des campeurs signalaient des bruits la nuit, des mouvements autour des tentes, des hurlements qui duraient des heures. Au début, les rangers ont pensé à des coyotes, rien d'anormal. Mais les appels ont continué. Pas d'attaque, pas de dégâts, juste des sons. Et quelque chose d'étrange dans ces sons. Ils ne semblaient pas aléatoires. Ils répondaient les uns aux autres, comme une communication. Comme si plusieurs créatures se coordonnaient. On a été envoyé pour une patrouille de nuit. 4 personnes, équipement standard, radio, lampe. On a entendu les hurlements avant même de voir quoi que ce soit. Le son venait de partout, devant, derrière, au-dessus. Trop espacé pour être des coyotes, trop organisé. Un ranger a murmuré que ça semblait plus proche que ça ne devrait l'être. Alors on a éteint nos lampes. Et on a attendu. C'est là qu'on les a vus. D'abord une paire d'yeux, jaune, bas au sol. Puis une autre, trop nombreuses pour être comptées facilement. Elles formaient une sorte d'arc autour de nous, comme si on était observés. Quelqu'un a dit que c'était des loups, mais non, les loups ne font pas ça. Ils n'encerclent pas un groupe d'humains, ils ne restent pas à observer, et surtout, les loups ne grimpent pas aux arbres. Le premier a bougé, et il est monté, à la verticale, sur un tronc, puis un autre. On a rallumé les lampes. Ce qu'on a vu ressemblait à des chiens, ou à des loups, mais plus grands, plus massifs. Et leurs mouvements n'étaient pas normaux. Ils ne grognaient pas, ils ne montraient pas les dents. Ils nous regardaient, simplement. L'un d'eux est descendu de l'arbre sans bruit. Puis il a traversé notre champ de vision, beaucoup trop vite. Les hurlements ont repris, plus proches, plus graves. On pouvait les sentir vibrer dans la poitrine. Un ranger a pris sa radio pour signaler la situation. Mais avant qu'il termine, quelque chose a bougé derrière lui. Au-dessus! Il s'est retourné brusquement.
Il y en avait un juste au-dessus de sa tête, sur une branche, à quelques mètres, en train de le fixer. Ses yeux reflétaient la lumière, même directement éclairés. C'est là qu'on a compris. On n'était pas en train d'observer ces choses, c'était elle qui nous observait. Quelqu'un a dit de reculer. Personne n'a discuté. On a commencé à battre en retraite lentement, sans courir, sans se disperser. Les créatures ont bougé avec nous. Elles ne nous attaquaient pas, elles nous accompagnaient. À un moment, l'une d'elles s'est placée devant nous. Elle a bloqué le passage. Elle est restée immobile quelques secondes. Puis elle s'est écartée, comme si elle décidait de nous laisser partir. On est rentré à la base. Personne n'a paniqué, mais personne n'était calme non plus. Officiellement, on a parlé de loups au comportement inhabituel. C'était la seule chose qu'on pouvait écrire. Mais les témoignages ont continué. Des gens entendaient des mouvements dans les arbres au-dessus d'eux. Certains ont vu des silhouettes perchées. Des traces ont été retrouvées, trop grandes pour des chiens, différentes de celles des loups. Puis, un jour, tout s'est arrêté. Plus de hurlements, plus de traces, rien. Comme si ça n'avait jamais existé. La zone a été fermée discrètement. Activité animale, qu'ils ont dit. Mais nous, on savait. Et parfois, quand on travaille la nuit en forêt dense, certains d'entre nous éteignent leur lampe quelques secondes. Juste pour écouter, pour vérifier qu'il n'y a rien au-dessus. Parce qu'une fois que tu sais que quelque chose peut être là, tu ne regardes plus jamais la forêt de la même façon. Et souviens-toi de ça. Si tu entends quelque chose, si tu sens que quelque chose ne va pas, ne cherche pas à comprendre. Pars, tant que tu le peux encore. Et si tu veux d'autres histoires que personne ne devrait raconter, abonne-toi à Nuit d'horreur, parce que certaines choses ne restent pas toujours cachées.